Bonjour à vous et bienvenue dans le 184e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Dans une première partie, je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et dans la seconde, je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de L'Héritage Fossile, album aussi impressionnant dans sa forme que dans son fond, que l'on doit à Philippe Valette et aux éditions Delcourt. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, Anita Conti, la nouvelle biographie dessinée que l'on doit au duo José-Louis Bocquet pour le scénario, Catel Muller pour le dessin, un ouvrage qui prend place dans la collection Les Clandestines de l'Histoire des éditions Casterman. Je parlerai ensuite d'Alice en vrai, le 3e tome de la série Elliot au collège, que nous devons au très talentueux Théo Grosjean et aux éditions Dupuis. J'aborderai aussi la sortie de l'album Les Évasions perdues, dans lequel Thomas Legrand nous parle de l'expérience de son père au Stalag, un titre mis en dessin par François Varzala et édité chez Rue de Sèvres. Il sera temps ensuite de vous parler de Week-end à Rome, titre original que l'on doit au très talentueux Simon Bournel-Bosson ainsi qu'aux éditions Lagrume. Je vous présenterai aussi Azur Asphalt, titre dans lequel Sylvain Bordesoul rend un bel hommage à ses sœurs, un album captivant paru aux éditions Gallimard. Enfin, je terminerai par la réédition en intégrale de la série Joséphine qui regroupe les 3 tomes que l'on doit à Pénélope Bagieux ainsi qu'aux éditions Delcourt, 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous m'écoutez depuis Spotify, vous pouvez aussi vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. Il est des albums qui marquent et dont la lecture reste en tête pendant un long moment. On peut aisément dire que L'Héritage Fossile, le nouvel album de Philippe Valette, entre dans cette catégorie. Découvert pour ma part avec l'excellent et original Jean Doux et le mystère de la disquette molle, c'est avec un récit de science-fiction qu'il nous revient, un genre dans lequel on ne l'attendait pas vraiment, après avoir surtout investi le registre comique. Pour préparer ce nouvel album, qui lui a demandé pas moins de 4 ans de travail, Valette s'appuie sur une réalité et tire le fil en mode dystopie pour nous proposer une vision des choses dans laquelle on rentre avec une certaine curiosité. L'histoire nous plonge en 2087, à un moment où notre bonne vieille Terre n'est plus habitable, poussant une mission spatiale à parcourir la galaxie afin de créer une nouvelle communauté humaine sur la planète Geminae. Embarqué sur l'Héritage One, c'est un voyage de 20 000 ans qui attend nos 4 membres d'équipage, parmi lesquels figure un certain Reyes, qui sera le personnage central de ce récit fleuve qui s'étend sur 288 pages. Pour supporter ce voyage plus facilement, l'équipage est mis en veille grâce à la technique de la biostase, tous les 25 ans les 4 membres se réveillant pour effectuer des travaux de maintenance et des vérifications sur le vaisseau. À bord de l'engin qui parcourt la galaxie, des embryons humains dont la tâche sera de les implanter dans une couveuse et les faire se développer afin de créer une nouvelle humanité sur une planète censée pouvoir accueillir la vie. C'est d'ailleurs par une scène qui se déroule sur la planète Geminae que s'ouvre l'ouvrage, une scène qui, à l'instar de la bande dessinée La Route, nous montre un vieil homme et une jeune fille du nom de Nova parcourir un territoire désertique et hostile. C'est en avançant dans l'ouvrage que l'on finit par faire le lien entre ce duo et la façon avec laquelle la mission va se dérouler, puisque vous vous en doutez bien, rien ne va se passer comme prévu ici.
Les soucis commencent par la découverte sur le corps des 4 membres d'équipage d'un phénomène qui fossilise le corps à la sortie de la biostase, touchant par exemple les mains et remettant en question la bonne réussite de l'équipé. C'est à ce moment-là que la solidarité qui est nécessaire va commencer à se fissurer, faisant passer cette histoire d'une quête pour la survie de l'espèce à une aventure pour sa propre survie. Le scénario est vraiment bien ficelé et fait toucher du doigt de nombreuses thématiques parfaitement d'actualité, à commencer par celle de la tentation que peut avoir l'humanité d'aller coloniser une autre planète, se rendant compte que la Terre devient inhabitable. Se déroulant dans le huis clos d'un vaisseau spatial, l'album, dans un format carré avec des gouttières noires quand on est propulsé dans l'espace, retranscrit bien en dessin cet étouffement que l'on pourrait ressentir si l'on était à bord de cette mission spatiale. En effet, si le scénario est vraiment bien construit, le dessin participe grandement à l'expérience ressentie en découvrant cette bande dessinée, un dessin dont le processus de réalisation est expliqué en 2 pages en toute fin d'album. Construit en 3D, ce dessin nous entraîne dans le vaisseau spatial et sur la planète Geminae, 2 unités de lieu qui ont chacune leurs caractéristiques et qui immergent totalement le lecteur dans cet album aussi captivant que passionnant. À coup sûr, aussi parce qu'il traite des thèmes qui interpellent, en le faisant avec beaucoup de talent, l'héritage fossile fera partie des albums marquants de cette année 2024, un titre que je ne saurais trop vous conseiller. Arrivé en librairie le 28 septembre dernier, l'héritage fossile, que ce soit dans son aspect ou encore dans ce que l'histoire peut contenir comme réflexion sur nos sociétés, a été pour ma part un des gros coups de cœur de cette année 2024. Ce sont les éditions Delcourt qui publient cet ouvrage qui fera une belle impression dans sa BD Tech, un album qui termine d'installer Philippe Valette comme un auteur original et audacieux qui compte, un auteur dont on n'a pas fini d'entendre parler dans les prochaines semaines. Deuxième partie de ce podcast, dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. Commençons par un gros coup de cœur que j'ai eu une fois de plus pour une série d'albums que j'aime particulièrement et que les auteurs ont baptisé les clandestines de l'histoire. Après Olympe de Gouges, Kiki de Montparnasse, Joséphine Baker ou encore Alice Guy, avec Anita Conti, cette belle collection sortie chez Casterman s'étoffe encore un peu, un titre qui met en lumière cet océanographe que l'on prend plaisir à découvrir ici. D'ailleurs, si vous connaissez cette collection, vous ne serez pas déstabilisé, on retrouve ici un joli bébé au format moyen de 368 pages, dont la quasi-dernière centaine est consacrée à la chronologie de l'héroïne et une présentation plus détaillée de tous les personnages qui interviennent dans cette histoire. Comme toujours aussi, l'album suit l'évolution chronologique d'Anita Conti, on démarre donc par sa naissance dans un premier chapitre qui nous entraîne dans la ville d'Hermont en 1899. C'est d'ailleurs très rapidement que la famille Karakochian, nom de naissance de la jeune fille, entraîne la petite dans l'eau du côté de l'Orient, un élément dans lequel elle se sent tout de suite à son aise. En compagnie de la domestique Glastine, la famille partage son temps entre le château d'Eog, la côte bretonne, et la banlieue chic parisienne où est installée cette famille bourgeoise dont le père finira par sortir du cadre. Non seulement la jeune Anita se passionne pour la mer et s'avère être très à son aise dans cet élément, mais le côté théorique l'intéresse également, ainsi toute jeune déjà, elle parfait ses connaissances, augurant ce qu'elle sera plus tard l'une des plus grandes océanographes françaises, aux côtés de personnalités comme Jacques-Yves Cousteau. Très à son aise aussi, une caméra ou un appareil photo à la main, celle qui s'est mariée avec Michel Conti en 1927 est l'une des premières à alarmer le monde sur les ravages de la surpêche et sur la nécessité de protéger les mers et les océans. Passionnante à suivre, cette biographie dessinée que scénarise José-Louis Bocquet est mise en dessin par le trait généreux et toujours aussi délicat d'une Catel Müller que l'on retrouve toujours avec le même plaisir. En noir et blanc, chaque chapitre est comme toujours ouvert par un lieu, ici des habitations ou des bateaux, qui accueillent la vie de l'héroïne et des autres personnages de cette histoire passionnante
qui remet en avant Anita Conti. Comme je le disais en introduction, ce sont les éditions Casterman qui publient ce superbe ouvrage, un album qui vient s'ajouter à une collection que j'adore pour une bande dessinée disponible en librairie depuis le 18 septembre dernier. Tous les ans maintenant, avec une certaine régularité, Théo Grosjean fait passer les classes de son personnage Elliot, dont il nous raconte les aventures quotidiennes au collège. Cette année, c'est donc direction la 4e pour le jeune homme, dans un 3e opus qui s'intitule Alice en vrai, du nom de cette nouvelle camarade de classe que l'on va découvrir ici. Mais reprenons, l'auteur de L'homme le plus flippé du monde s'est lancé il y a 2 ans dans une nouvelle série qui met en scène un jeune garçon du nom d'Elliot que l'on découvrait au moment de son entrée en 6e. Un peu à l'instar des Cahiers d'Esther, chaque année sort un nouveau volume qui fait avancer en âge le jeune homme et qui, bien entendu, l'entraîne dans la classe supérieure. Particularité d'Elliot, il traîne au quotidien son angoisse, symbolisée ici par une boule orangée qui s'adresse à lui, angoisse matérialisée aussi chez les autres élèves par des apparitions parfois bien moins glamour. Dans ce nouvel épisode, c'est au tour d'Alice que vont tourner bon nombre de petites histoires, une belle adolescente populaire sur les réseaux sociaux qui va tout de suite faire la curiosité au collège. Alice en vrai, nom du compte TikTok sur lequel elle est devenue une célébrité, fait qu'au quotidien, Alice fait non seulement attention à son apparence, mais aussi aux personnes avec qui elle devient amie, lui permettant ainsi d'augmenter un peu sa notoriété. Et cela tombe bien, car si vous suivez cette série, vous vous souvenez peut-être que dans l'épisode précédent, Elliot avait lui-même percé sur les réseaux sociaux grâce à des vidéos authentiques comme celle où il se filmait avec son grand-père. Comme vous vous en doutez certainement, ça va tout de suite matcher entre la populaire Alice et l'angoissé Elliot, ce qui donnera lieu à des situations amusantes et décalées que j'ai pris comme toujours plaisir à découvrir ici. Théo Grosjean continue de déployer l'univers de cet adolescent qui lui ressemble aux entournures, mais dont il ne sait pas lui-même jusqu'où il l'entraînera. En attendant, on ne boude pas son plaisir de le retrouver ici, dans ce 3e tome. Le dessin est toujours aussi identifiable, expressif pour souligner les angoisses ou les joies, vibrant quand l'anxiété se manifeste, et coloré grâce à la mise en couleur qui ne manque pas de caractère que l'on doit à Anna Maria Ricobino et Malo. Avec l'alliance de ces histoires souvent à suivre, qui font une page, et ce dessin que j'aime toujours autant retrouver, c'est un vrai plaisir de suivre cette série à laquelle on s'attache très facilement grâce à des personnages bien campés. Disponible aux éditions Dupuis le 13 septembre dernier, la sortie du 3e tome d'Elliot au collège devrait ravir les fans de la série et peut-être convaincre celles et ceux qui ne la connaissent pas encore de finir par s'y pencher. C'est un bel hommage que rend le journaliste et éditorialiste Thomas Legrand à son père à travers Les Évasions perdues, titre paru chez Rue de Sèvres le 18 septembre dernier dans toutes les bonnes librairies de France. Dans cet album, il entraîne le lecteur via un personnage qu'il baptise Jacques Lebois, mais qui n'est autre que l'incarnation du parcours de son père, jusqu'au stalag de Stablach, situé dans la partie la plus à l'est de l'Allemagne à l'époque. Après avoir expliqué en quelques pages comment il s'est retrouvé enfermé là-bas, l'ouvrage s'attarde ensuite essentiellement sur les conditions de vie au quotidien, mais aussi surtout comment, avec quelques camarades, ils vont tenter de s'enfuir du stalag. Pour reprendre depuis le début, on découvre la famille Lebois dans son pavillon de banlieue, famille traditionnelle et catholique dont Jacques, âgé d'à peine 19 ans, va devancer l'appel et s'engager dans l'armée en 1939. Après 3 mois de classe qui lui permettront d'avoir un grade de sous-officier et de diriger des hommes sur le champ de bataille, il déchante en découvrant que son armée, essentiellement composée d'Algériens, est sous-équipée, sous-entraînée et surtout ne reçoit aucune consigne claire. C'est ainsi qu'il est rapidement fait prisonnier et envoyé en Allemagne dans un stalag réservé aux officiers et sous-officiers jeunes dont l'objectif est de les rééduquer de manière à ce qu'ils deviennent des soldats empreints de l'idéologie pétainiste et par ricochet celle de l'Allemagne nazie.
Si les premiers jours sont difficiles, car il faut tout de suite mettre au pas les nouveaux arrivants au sein du camp, le reste du séjour se passe surtout entre l'ennui qu'il faut tuer et des cours qui ont pour vocation de faire de ces soldats de futurs serviteurs d'une grande Europe réunifiée sous la bannière allemande. Bien entendu, Jacques Lebois et deux de ses camarades de confiance ne vont avoir de cesse de trouver la bonne solution pour pouvoir s'évader des lieux, quitte à y laisser sa peau. C'est un album très fort et pour le coup très intime que nous raconte Thomas Legrand, prêtant au crayon de François Varzala cette histoire que l'on dévore d'un trait tant elle est passionnante à suivre. Avec son style ligne claire si identifiable, Varzala rend cette histoire simple à suivre et vraiment très agréable à parcourir, permettant au passage une immersion dans cette époque grâce aux couleurs et aux petits détails disséminés de ci de là. Le duo nous offre un témoignage vraiment captivant sur cette université de la collaboration, comme le sous-entend le sous-titre, un album que j'ai pris grand plaisir à découvrir et que je vous recommande chaudement à mon tour. C'est à Rome que je vous emmène maintenant, ville de l'amour par excellence, une ville que va traverser comme une âme en peine Étienne qui vient fraîchement de se faire quitter par sa petite amie Mathilde. Dans un couple qui ne fonctionnait plus vraiment, Étienne avait décidé de réserver ce petit week-end romain dans le secret espoir de raviver la flamme et de revenir en France avec une fiancée à son bras plus amoureuse que jamais. Mais voilà, la belle est partie avant le petit séjour et en bon radin qu'il sait être aussi, Étienne n'a pas eu envie de perdre l'argent versé pour cette réservation, c'est donc seul qu'il va l'honorer. Voilà le point de départ de Week-end à Rome, le nouveau titre du très talentueux Simon Bournel-Bosson, qui revient ici avec un album au petit format souple qui se glissera dans la poche comme un guide de voyage. Sauf qu'ici, on voit la ville de Rome à travers le regard embué d'une larme présente en permanence au coin de l'œil d'un Étienne qui traîne son spleen tout au long des 272 pages de ce titre qui se lit plutôt rapidement. Au rythme d'une case par page, en pleine page donc, on suit ce cheminement et je dois bien le dire qu'on rigole aussi souvent de la peine de ce grand gaillard qu'est Étienne Dondon, agent de la CAF le jour et chanteur de variété la nuit. C'est d'ailleurs amusant de se dire que ce qui avait séduit Mathilde au début, ce répertoire qui va de Pascal Obispo à Richard Cocciante en passant par Joe Dassin, est ce qui a terminé de l'achever avec le temps qui passe. Vivant dans le passé et la nostalgie, Étienne est un homme qui s'est appesanti sur ses habitudes et n'a pas su revigorer son couple, ce qui a fini par lasser la belle, qui a rejoint les bras plus musclés de Jean Brice, son despotique de N+1 au travail. On se laisse facilement guider dans cet album vraiment bien construit et tout en mélange de couleurs rose et orange fluo que vient rehausser un joli noir profond, donnant beaucoup de caractère à cet ouvrage. Le dessin permet d'ailleurs d'accentuer le côté comique de la situation, forçant sur les émotions et les réactions et entraînant le personnage dans un tour bien personnel de la capitale italienne. Paru aux éditions Lagrume le 19 septembre dernier, Week-end à Rome fait partie de mes coups de cœur du moment, une petite bande dessinée qui fait dans l'originalité, terminant d'installer Simon Bournel-Bosson comme l'un des auteurs qui devient incontournable par chez nous. Après un premier album baptisé L'été des charognes, que j'avais adoré découvrir, que j'avais d'ailleurs mis en avant au moment de sa sortie, le jeune et talentueux Sylvain Bordesoul nous revient en librairie avec son deuxième titre, un album très personnel baptisé Azur Asphalt. Si je parle ici d'album très personnel, c'est que les deux personnages féminins, qui sont ici les deux personnages principaux de cet ouvrage, sont directement inspirés de ces deux sœurs à qui il rend au passage un très bel hommage. Dans son deuxième album, il continue d'ailleurs de creuser le sillon qu'il avait commencé dans le premier, à savoir la mise en avant de cette France des déclassés et des laissés pour compte, cette France à qui il prête ses crayons pour faire de ses personnages des héros du quotidien. Ici, pourtant, Sylvain Bordesoul nous éloigne de la France profonde pour nous entraîner sur la Côte d'Azur, dans la ville de Nice, ville où il a d'ailleurs lui-même grandi, pour nous raconter cette chronique d'un quotidien où viennent se glisser des petits moments de bonheur au milieu de la galère, comme pour montrer que les choses ne sont jamais ni noires ni blanches. La première des deux sœurs s'appelle Mélissa, une jolie blonde qui vit dans un studio en couple avec une autre femme qui s'appelle Presse,
Mélissa qui travaille dans une grande surface, job alimentaire qui lui permet de rester à flot chaque mois. Au détour d'une page ou d'une réplique, on sent que la jeune femme a connu des années de galère, que son quotidien, loin d'être joyeux, est agrémenté par la présence simple de sa sœur, de sa copine ou encore de sa nièce et de son neveu. Sa sœur, justement, elle s'appelle Candice, elle travaille dans la restauration scolaire, elle s'occupe au quotidien de ses 2 enfants, dont la plus grande intègre le sport-études pour pouvoir espérer un jour jouer au foot au sein de l'OGC Nice. Séparée du père qui est gravement malade et qui n'est qu'un arrière-plan dans cette histoire, puisqu'au quotidien, quand Candice ne peut pas récupérer les enfants, c'est sa sœur Mélissa qui le fait pour elle, elle continue de rêver au prince charmant et aux belles histoires d'amour. C'est donc ce quotidien que nous raconte avec franchise et pudeur l'auteur, dans son style graphique si particulier où les feutres de couleur tiennent une place centrale et apportent une véritable originalité dans le plaisir que l'on a à rentrer dans ces histoires. Un peu à la manière d'une peinture impressionniste, le dessin se dévoile au lecteur par petites touches, mais forme au final un véritable décor avec des vues sur Nice en pleine page que l'on prend grand plaisir à parcourir. Comme pour l'album précédent, ce sont les éditions Gallimard qui éditent cet ouvrage passionnant, un titre sorti le 25 septembre dernier en librairie, que j'ai adoré découvrir et que je recommande chaudement. Comme toutes les 2 semaines, l'épisode s'achève avec un album spécial, la réédition dans une intégrale qui contient les 3 tomes de la série Joséphine que l'on doit à la talentueuse Pénélope Bagieux. C'est d'ailleurs en partie grâce à cette série qu'elle aura réussi à s'imposer dans l'univers de la bande dessinée, une série qui aura connu une nouvelle vie en étant adaptée au cinéma, signe de reconnaissance supplémentaire envers son travail. Personnellement, ça a été pour moi un grand plaisir de me replonger dans cette micro-série, ce triptyque qui met en scène le personnage de Joséphine, blonde pétillante qui a la trentaine et qui a une façon bien à elle d'aborder son quotidien. Célibataire endurcie, vivant seule avec son chat Brad Pitt, elle recherche activement l'amour, mais à ses propres conditions, ce qui n'est pas toujours simple à trouver, comme elle peut se rendre compte. D'autant que pour ne rien arranger, Joséphine complexe sur ce corps que Pénélope Bagieux s'amuse à mettre en scène, cette petite poitrine et ces larges hanches que viennent terminer des fesses bien rebondies. Dans les 3 albums réunis ici dans cette intégrale, au rythme d'une histoire par page, nous entrons dans le quotidien de la demoiselle qui ne perd jamais une occasion de se faire remarquer et qui fait part de ses angoisses à son entourage. À la maison, au bureau, en boîte de nuit, célibataire ou en couple, les histoires s'enchaînent et font mouche, le succès de Joséphine reposant sur cette capacité qu'a son autrice à rendre à la fois les situations amusantes et universelles. À la fois personnage qui souhaite se faire remarquer, mais qui n'aime pas que l'on souligne ce qu'elle n'apprécie pas chez elle, ce sont aussi ces contradictions qui rendent Joséphine si attachante. Il faut dire que le dessin de Pénélope Bagieux, qui n'hésite jamais à pousser le curseur de la drôlerie sur certaines situations, a grandement participé au succès de Joséphine. Ne s'embarrassant pas des arrière-plans, l'autrice attire surtout l'attention sur les émotions ou les réactions de ses personnages que l'on retrouve parfois d'une histoire à l'autre avec plaisir. Héroïne avec laquelle on peut facilement s'identifier, en se disant en plus que l'on aurait fait mieux, c'est un vrai plaisir de retrouver Joséphine en librairie dans un album unique qui se déploie sur 192 pages. Disponible depuis le 11 septembre dernier, Joséphine l'intégrale est devenue avec le temps un incontournable, le genre d'album à avoir nécessairement dans sa BD Tech, d'autant que comme Joséphine, l'humour présent ici n'a pas pris une ride avec le temps. Ainsi se termine ce 184e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à l'héritage fossile, captivante aventure que l'on doit à Philippe Valette ainsi qu'aux éditions Delcourt. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast. Vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie.
C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 21 octobre, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.